qui va donc nous parler de l'histoire de la transmission du traité, les manuscrits les plus anciens. Tu as la parole, Guy. Merci beaucoup. Allora, salve a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare di cuore gli organizzatori di questo magnifico simposio. Attenzione, siamo per cadere da una grande altezza perché vi porterò nel basso terreno del degradibus humilitatis lungo i percorsi della sua dispersione nell'Occidente, piuttosto nel continente del XII secolo. Continuerò ora in francese, che spero vi risparmierà il mio incomprensibile italiano, che peccato non so parlare. Donc, l'abbé Bernard de Clairvaux aimait bien son traité sur l'humilité. C'est ainsi qu'il l'a toujours intitulé. Et ses moines les plus proches connaissaient l'ouvrage sous ce seul titre. Bernard y a glissé toute sa sensibilité, sa quête de l'excellence, son exigence de vérité. Il y reprend les enseignements du monachisme, mais bien sûr, le plus ancien. Il chahute la sensibilité des élites du XIIe siècle. Et il construit aussi l'un des outils les plus précieux du vocabulaire mystique à venir. L'humilité, chacun doit y tendre et chacun y va par des voies différentes. L'exposé sur ce thème propose de déceler dans un corpus de manuscrits parmi les plus anciens, donc du XIIe siècle, un iter perfectionis inattendu. Je vais procéder assez brièvement. Vous voudrez bien m'en excuser. Vous verrez que je ne peux pas asséner les preuves de tout ce que je dis. Vous allez comprendre ce que je signifiais là très vite. Je commence par rappeler que donc l'humilité, tout le monde doit y venir, mais par des voies différentes. La conversion à la vie cistercienne dégrade son sujet. Elle le fait passer du niveau des seigneurs à celui des pauvres du Christ. Pour ces hommes de l'aristocratie, le choix est synonyme de déchéance, ça a été rappelé par Jacques Paul, mais de façon bien sûr tempérée. L'exordium parvum de Cîteaux, vers 1110, le dit sans embâge. Je cite, ils décidèrent donc de recevoir, avec la permission des évêques, des convers laïcs portant la barbe et de les traiter comme eux-mêmes pendant leur vie et à la mort, à l'exception du statut monastique. Dès son entrée à Cîteaux, Bernard a compris et voulu que le statut du moine ne le protège plus et que l'humilité est son devenir. Toute son œuvre postérieure découle de ce fondement. Le livret sur les degrés de l'humilité doit, à mon humble avis, être situé en 1119-1120 en raison de sa parenté thématique avec les lettres de 1120-1121. L'abbé l'a adressé à Geoffroy de la Roche-Vanneau, son, comme il dit, bras droit, son, toujours comme il dit, son frère, comme pour dresser le programme d'une vie nouvelle, parce que Geoffroy vient d'être investi du premier abbatiat de Fontenay en 1118-1119, avant de revenir à Clairvaux, comme vous avez compris, d'après les jours précédents, en 1126. Ces années-là, l'abbé de Clairvaux travaille à une restauration, à un retour aux origines bénédictines. Peut-être que de temps en temps, d'où les scriptitationes qui répondent à des sollicitations pressantes de l'abbé Guillaume de Saint-Thierry. Vous savez que la réponse vient avec l'Apologia et plus tard les sermons sur les cantiques des cantiques. De l'évêque aussi de Hugues de Grenoble et des moines de Chartreuse, et notamment Bernard de Portes, bientôt Hugues de Pins. On questionne Bernard sur de multiples sujets et déjà pointe les sujets de la discorde contre Pierre Abélard à propos de la potentia de Dieu et de la sapientia du Christ,
Et là, je vous renvoie tout simplement au paragraphe 7, 31, 32, où on sent entre les lignes qui est dans le viseur de Bernard. Et d'ailleurs, dans un des manuscrits du De Humilitate, immédiatement après les derniers mots traditionnels, tu dois lire dans ce livre-là, euh, il y a une petite addition qui reprend ce thème de la potentia de Dieu et de la sapientia du Christ. Autant de questions nées d'une curiositas inapte à la vraie recherche de la vérité. Bernard n'est pas encore cette chimère qui s'empresse dans les années 1130-1147 sur le vaste terrain des royaumes d'Occident. Le livre est alors pour les moines de ce temps un moyen très efficace de communication, à condition qu'ils respectent le précepte de l'humilité, ou plus vulgairement de modestie. Que le livre essentiel à la vie monastique, uniformitaire habeantur, ils doivent rester simples. On connaît l'appétence des cisterciens pour les premiers écrits spirituels de leur communauté. Dès les origines, leurs abbés n'ont pas voulu borner les lectures à la Bible et aux seuls livres liturgiques que prévoyait la règle. Il semblerait naturel que les proto-abbés, ceux de la Ferté, Portigny, Clairvaux, Morimont, par principe définiteur, bientôt définiteur au chapitre général annuel, se soient rués très vite sur les œuvres de Bernard pour les faire copier. Ça n'a pas été si simple. Jusqu'à la canonisation de 1174, la discrétion restait de mise. Même la célébration de l'anniversaire de Bernard, mort en 1153, n'a été concédée qu'aux moines et aux seuls moines de la filiation de Clairvaux, et non pas dans tout l'ordre avant 1175. Les statuts et les usages coutumiers des cisterciens n'ont pas du tout envisagé de considérer les écrivains de l'ordre, qu'ils soient abbés ou non, comme des auteurs auctores. Vers 1147, alors que Bernard diffuse ses propres traités depuis 25 ans, la première version des Instituta pose enfin la bonne question. Est-il permis de de dicter de nouveaux livres? Réponse, non, sauf si le chapitre général des abbés en a donné la permission à un moine. Évidemment, rien n'est conservé de telles autorisations. Quoi qu'on pense d'une crise du cénobitisme au début du XIIe siècle, les abbés eux-mêmes ont créé les conditions de la restauration dont Bernard et ensuite ses compères cisterciens ont eu le souci. Ils se sont acharnés à réunir et à diffuser les œuvres de leurs frères par achat, vous savez, comme on le lit partout, lors des chapitres annuels de l'ordre, par donation, par emprunt, par prêt. Et Bernard, toujours, dominait le lot. Or, les cisterciens n'étaient pas seuls à pourchasser les traités de l'abbé de Clairvaux avant même la canonisation de celui-ci en 1174. Il faudrait aujourd'hui tenter d'élucider les objectifs et les chemins d'une diffusion exceptionnelle. L'admirable édition menée par Don Leclerc et Henri Rochet a suivi des usages philologiques qui n'étaient ni les nôtres, ni ceux du XIIe siècle. Il faut pour cela revenir au témoignage. J'écarte ici les dépositions des contemporains, j'en ai pas le temps. Je rappelle cependant que Guillaume de Saint-Thierry ne cite le traité sur l'humilité que de façon extraordinairement discrète. Je crois plus nouveau de faire parler d'autres contemporains, en premier lieu les copistes, ceux qui ont la tâche de transmettre le traité. Nous disposons à ce jour de 228 manuscrits. Bon, une liste qui a été établie conjointement par Cédric et votre serviteur. 228 manuscrits. Et cette diffusion est plus qu'honorable puisque il y a 4 ans déjà, j'avais repéré 256 copies du Déconsidérationné, le tout dernier ouvrage de Bernard et celui qui normalement doit toucher un public beaucoup plus large.
Parmi ces 228 copies du De Gradibus, j'ai sélectionné celle qui date du XIIe siècle. Et dans celle-là, j'ai retenu un corpus minimaliste qui oscille entre 10 et 21 témoins. Bon, ce corpus, évidemment, est constitué de manière aléatoire en raison des destructions de manuscrits, bien sûr, et puis des très difficiles conditions dans lesquelles travaillent les chercheurs en temps de Covid, en temps de piratage de la British Library, etc. Voici pour exemple trois des plus anciens exemplaires. Non, non, bon, pardonne-moi, pardonnez-moi. Euh, un premier exemplaire vient de... Ah, voilà, oui. Trois des plus anciens exemplaires du De Gradibus. Le premier provient de Fontenay et est conservé aujourd'hui à Paris, à la bibliothèque de l'Arsenal. Donc, vous voyez, c'est un manuscrit extraordinairement propre. L'autre appartient provient d'un monastère de Normandie sans qu'on puisse le localiser véritablement, ce qui m'a intéressé personnellement parce que j'étais impliqué dans la recherche sur les manuscrits de Notre-Dame de Paris. Euh, c'est que il a suivi un parcours indécelable. Il y a aussi pardon, voilà encore un manuscrit normand. Et puis on arrive au manuscrit de Clairvaux, d'une très belle ordonnance. Commençons donc par l'examen de tout cela. Je me perds. Bien. Au sein du corpus étroit, vous pouvez repérer. Oh, je ne suis pas habitué à ça. J'ai eu des problèmes monstrueux avec ce fichier PowerPoint et il y a eu beaucoup de remaniements successifs. Bien, peu importe. J'ai collationné trois manuscrits mot à mot, parmi les plus anciens. Ceux des abbayes de Fontenay, des Dunes et de Heiligenkreuz. Heiligenkreuz, vous allez comprendre pourquoi il me semble important. Ce corpus de départ semble à première vue confirmer la thèse des deux recensions élaborée par Don Jean Leclerc et son collaborateur Henri Rochet pour l'édition des Sancti Bernardi Opera. Une recension claravalienne, une recension, disons, morimondienne. Il se peut qu'il y ait existé une recension anglaise, mais celle-là, je n'ai pas pu l'inventorier, tout simplement en raison des difficultés d'accès aux bibliothèques anglaises. Il faudrait se départir maintenant de la tyrannie d'une édition qui a réinventé Bernard au milieu du XXe siècle, mais qui ne satisfait plus nos critères du XXIe siècle. Le terme de recension dans le dialecte de Don Leclerc désigne l'inventaire des témoins manuscrits porteurs de variantes spécifiques à un lieu de production. Ainsi, l'expression recension claravalienne signifie en définitive un type de texte issu de Clairvaux et du lignage claravalien. Or, la réalité de ce type de production déjà est de plus en plus mise en doute. Et par ailleurs, le lignage claravalien, vous allez voir, ne suit pas exactement ce qu'on imaginait au temps de Don Leclerc. Don Leclerc a été honnête, il a renoncé à suivre dans son édition la recension claravalienne et il a fait appel plus que souvent au texte de Cîteaux. Bernard lui-même a reconnu qu'il y avait eu des corrections successives qu'il avait imposées à ses copistes. Et pour Apologia, c'est très net. Il parle d'une recension primitive de ce traité destiné à Guillaume de Saint-Thierry.
Une deuxième version viendrait en 1125. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'en irait pas de même pour le De Gradibus? Le processus d'écriture est bien connu. Bon, Cédric l'a rappelé hier, je ne vais pas développer cela. C'est l'affaire des copistes qui prennent le texte à l'oreille et le retranscrivent sur le parchemin. Alors déjà, d'une oreille à l'autre, les mécanismes diffèrent. En tout cas, Bernard ensuite va authentifier un recueil. Mais ensuite, il va le corriger. Donc, ça va donner lieu à une autre version. Dans tous les cas, normalement, les copistes respectent scrupuleusement le texte du maître vénéré et jusque dans les frivolités de l'orthographe. Le texte vénéré de Bernard, il ne faut pas oublier que, voilà, on y vient. Voilà. Le texte vénéré de Bernard, il ne faut tout de même pas oublier qu'il est copié par des copistes toujours bien expérimentés, mais qui parfois sont fatigués. Donc, ce texte authentifié peut être lui-même légèrement différent de ce que Bernard espérait. Et en fait, très vite, on voit que des corrections sont imposées par des correcteurs extrêmement attentifs. Ce qui fait qu'on peut petit à petit, en repérant les variantes, distinguer des étages successifs du texte qui, vous allez voir, ne correspondent plus nécessairement au texte critique des SBO, de l'édition Don Leclerc. Ce n'est pas un hasard que tous les copistes du De Humilitati et des Gradibus se soient accordés pour écrire la paire d'adverbes nil nihilo à la fin de la préface à Geoffroy de La Roche-Vanneau. Bernard voulait éviter la répétition et a fait conserver la cadence de la phrase, là où Don Leclerc a modernisé en nihil ni nihilo, pour se plier sans doute à la discipline sévère des éditeurs qui veulent harmoniser l'orthographe. Mais les copistes du XIIe siècle ont tous écrit la paire Nil, N-I-L, et plus loin, Nikilo. Alors vous me direz, bon, c'est une broutille, allons-y. Bien. En voilà une autre. Les copistes du De Gradibus au XIIe siècle n'écrivent jamais définitio, pour la fameuse définition de l'humilité, mais definitio. Bon, c'est frivole, reconnaissez-le. Bon, il n'empêche que si on veut faire une édition critique d'un texte qui est censé attribuer à un auteur, il faut reprendre le vocabulaire de cet auteur. Un autre exemple maintenant, qui lui est plus que parfait, quoi d'apparence aussi anodine, il apparaît dans une leçon commune. Alors, je ne sais jamais dans quel sens il faut. Ouais, voilà. Il apparaît dans une leçon commune à deux manuscrits du corpus, le manuscrit de la Chartreuse et le manuscrit de Heiligenkreuz. Dans le texte critique, on note au paragraphe 4 un terme fraglantia, emprunté au Cantique des Cantiques. Pas de chance, hein. Les concepteurs de toutes les Bibles, les Bibliae Atlantiche d'Italie, à la fin du XIe et au début du XIIe siècle, ont pratiquement tous adopté une leçon alternative. Une leçon alternative qui est celle donc de Fraglantia. Fraglantia, qu'on retrouve donc dans les manuscrits de Chartreuse, Heiligenkreuz, Signy, Alcobaça, et puis la copie principale de Clairvaux dans le manuscrit de Troyes 426.
Petit problème donc de notre édition canonique, puisque Bernard est censé ne pas avoir utilisé la forme choisie par Étienne Harding dans sa grande Bible de Dijon, Bibliothèque municipale 14, où on lit Flagrantia. Bernard a utilisé, paraît-il, Fragrantia, mais les manuscrits les plus anciens, les, les manuscrits, oui, je me trompe, vous voyez, bon, et ça explique la confusion des copistes. Mais les copistes, eux, corrigeaient tout de suite. La bonne version qu'il faudrait prendre, c'est Fragrantia. J'ai vérifié cela dans une vingtaine de Bibles de la première moitié du XIIe siècle, ou disons des deux tiers du XIIe siècle. Euh, c'est Fraglantia qui s'impose pratiquement partout. Je note que la Bible du prince Henri portait à l'origine la leçon primitive Fragrantia, qui a été rectifiée par un contemporain immédiatement en Fraglantia, etc. Bon, laissons. Babiole, frivolité ou archaïsme, les altérations, si minimes qu'elles soient à nos yeux, doivent être considérées avec soin. Je suggère de parier sur l'authenticité bernardine de plusieurs versions du De Gradibus antérieures à la mort de Bernard, avant que les gardiens du temple à Clairvaux n'aient pu les faire disparaître. Comme ont fait ensuite les franciscains à propos des vies de Saint François antérieures à la Legenda Maior de Bonaventure. Bernard, donc, a corrigé, etc. Mais jamais il n'y a eu d'édition proprement claravalienne qui s'impose. Alors, du coup, je me suis dit qu'il fallait réunir un certain nombre de critères. J'en ai retenu 9. La taille du livre. Les 5 libelles de petite taille qui contiennent le De Gradibus sont toujours sur une colonne de longue ligne dans les manuscrits les plus anciens. La petite taille résulte certes d'une économie de moyens, mais aussi du précepte de l'humilité. D'autre part, la mise en page, deuxième critère. Une colonne ou deux, cadre réglé, etc. Bon, je ne développe pas ceci indéfiniment. Euh, je passe donc au troisième critère, la collection des textes bernardins, que ce soit dans une unité codicologique isolée, de préférence. 3 cas de figure, le dégradibus est véhiculé tout seul, ou alors avec 2 ou 3 des premiers traités sur le Missus-Est et l'Apologia. Une collection qui réunit 2 ou 3 de ces premiers traités, tels qu'ils se lisent dans les manuscrits de la Chartreuse, de Fontenay et de Heiligenkreuz, ainsi que latin 18099, ne reproduirait-elle pas un texte archaïque de ces traités? Le troisième cas de figure regroupe des œuvres importantes de Bernard et dans des manuscrits à 2 colonnes en général. C'est un type de manuscrit qui se répand à partir du milieu du XIIe siècle et probablement à partir des années suivant la mort de Bernard. Autre critère, l'insertion de la rétractatio. Le procédé fait pendant à l'excusatio qui complète le traité sur le missus est. La rétractatio est une exigence personnelle de Bernard, sans doute issue de retours provenant de lecteurs insatisfaits ou de critiques anonymes. Elle implique l'existence d'une version antérieure, bien sûr. Son absence permet de suspecter un texte d'origine archaïque qui aura pu être recopié en toute innocence. Ainsi, à Tegernsee et Steinfeld. Tegernsee des bénédictins, Steinfeld des chanoines réguliers. Il y a aussi le dispositif des capitula. Bon, il est compliqué, dont Leclerc, bon, c'était un petit peu embourbé là-dedans, et je vais donc vous éviter ce sort malheureux parce que ça serait le mien.
Il y a encore les divisions internes du texte par intertitre. Les chartreux se distinguent par leur singularité. Le copiste de la chartreuse affiche au seuil de chaque division du texte le titre pertinent des capitula. Tous les textes postérieurs du De Gradibus sont munis de la même liste d'intertitres, mais même liste, une liste commune, qui diffère de celle du manuscrit de la chartreuse. Il y a ensuite les divisions du texte par lettrine. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que au moins c'est quelque chose qui devient compréhensible. Pourquoi cet intérêt pour les lettrines dans les manuscrits? Elles sont toutes d'une pauvreté chromatique désespérante. Mais c'est qu'elles sont présentes dans tous les manuscrits et elles scandent toujours la lecture, elles avisent le lecteur d'une nouvelle division du texte. Leur absence, donc, dans certaines parties du traité, ne marquerait-elle pas une relative indisponibilité de certains chapitres à la lecture publique? Je constate que les lettrines dans les manuscrits de Clairvaux et de Cîteaux distinguent visuellement deux parties majeures. Et là, bon, le père abbé de Cîteaux s'y reconnaîtra. D'une part, les chapitres 1 à 28, donc vous avez le groupe du haut, et puis d'autre part, les chapitres 39 à 51. Mais l'œil du lecteur à Clairvaux n'a pas été invité à lire avec soin les dernières étapes du traité, alors qu'on les a clairement subdivisées à Cîteaux. Il y a ensuite les variantes textuelles, évidemment d'importance majeure. Sur les 22 manuscrits que j'ai utilisés en entier ou en partie, je me suis borné à 263 variantes. Vous me direz, bon, c'est un échantillon minuscule. Bon, par exemple, pour un commentaire de l'Apocalypse, j'en ai près de 3000. Elle s'amoncelle en grappes dans le texte de certains chapitres privilégiés. Elle dénote toujours le soin que Bernard et ses disciples sont sous son contrôle le style de certaines parties du De Gradibus est ainsi mis en valeur. Les notions de nota en dernier lieu, en marge du texte, elles ouvrent des fenêtres sur la perception de certaines phrases, de certains paragraphes, mais bon, il n'est pas possible d'en traiter ici. J'ai passé très précisément 19 manuscrits au tamis des 9 indices que je viens d'énumérer. Et là, j'en viens à une série d'assertions qui découlent de mes observations, mais qui sont en même temps toutes des hypothèses. Vous voudrez bien m'en excuser. Mais il faudrait des années pour aboutir à des conclusions fermes. Cela dit, mon corpus, malgré tout, me permet de parler avec une certaine assurance devant vous. Enfin, j'espère m'en sortir. L'historien ne peut pas manquer de relever quelques enseignements que j'ai la faiblesse de croire utiles. En 7 constats, il y a autant d'hypothèses. En premier lieu, l'auteur du De Gradibus a dicté les normes de reproduction de son ouvrage. Pas de modèle impératif, pas de typologie du manuscrit matériel, pas d'illustration autre que des lettrines, de préférence monochrome et à la rigueur l'alternance, ce qui est fréquent d'ailleurs au XIIe siècle, entre deux couleurs. Pas davantage de texte canonique. Humilité donc. La recension de Clairvaux ne s'impose pas dans les fondations de cette abbaye durant presque tout le XIIe siècle. Les copies réalisées à Clairvaux après la mort de Bernard, donc les deux manuscrits de Troyes, 426 et l'autre, résultent des instructions de l'abbé. Or, elles véhiculaient des anomalies de la version ultime de Bernard que les moines, peu à peu, ont tenté de corriger en collationnant un manuscrit antérieur, venu notamment de Fontenay. C'est le mécanisme qu'on observe à Clairvaux. Il y a des corrections qui viennent très certainement du manuscrit de Fontenay ou d'un parent de ce manuscrit-là, primitif.
Pour le Dégradibus, les filles de Clairvaux n'ont pas eu à implorer le prêt d'un exemplaire de la part de l'abbaye mère. Elles se sont tournées vers des ressources proches. Sans doute les moines de Bernard ont-ils été piégés par l'ardeur de leur abbé, qui leur a fait effacer les versions anciennes de ses œuvres. Geoffroy aussi s'est érigé en porte-parole de Bernard et a pu impressionner tous les chercheurs, dont Leclerc avait bien vu tous les problèmes de la recension de Clairvaux. Il a décidé de préférer pour manuscrit de base, d'ailleurs, le manuscrit de Cîteaux, qui recèlerait donc un texte en accord avec la version définitive de Clairvaux, sans les corrections apportées sur celle-ci par Bernard ou l'un de ses secrétaires. La recension de Morimond ne l'emporte pas pour autant. Euh, il ne subsiste d'ailleurs aucun représentant du traité qui soit originaire de l'abbaye de Morimond. Alors pourquoi recension de Morimond? C'est que Morimond a essaimé essentiellement en Allemagne du Sud et Autriche. Et vous allez comprendre pourquoi. Les deux principaux représentants de la recension de Morimond, de bonne qualité, sont pour le traité les manuscrits de Heiligenkreuz et celui d'Admont. J'ai pu observer des visus au mois d'avril dernier le manuscrit d'Admont. C'est un manuscrit sans apprêt particulier. Admont n'est pas cistercien, hein, c'est une grande abbaye bénédictine qu'il vaut la peine encore aujourd'hui de visiter. Très curieusement, les variantes du traité relient ces deux manuscrits d'Admont et de Heiligenkreuz à la Chartreuse. Pourtant, les Chartreux ne sont pas des voyageurs, que je sache, mais peut-être prêtaient-ils volontiers. Il devient clair, en outre, que l'origine cistercienne du texte ne permet pas vraiment de comprendre sa circulation réelle. Les acteurs de la transmission textuelle doivent être situés moins dans les institutions, chapitres généraux des différents ordres monastiques, que dans les acteurs humains. Le cheminement du texte s'explique mieux par les réseaux personnels. Depuis la province de Liège jusque dans l'est de la Marche d'Autriche, les abbayes d'Orval, fondation de Cîteaux, Heiligenkreuz, fondation de Morimond, et Admont, toutes les trois dans l'Empire, forment un axe très visible, très clair à la lecture des variantes. Un deuxième axe se profile anglo-flamand, appuyé probablement sur les fondations de Clairvaux dans le royaume plantagenet, sur les cisterciens et les bénédictins des Flandres, et notamment j'ai pour témoin les manuscrits des Dunes et d'Anchin, en étroite relation avec l'abbé de Clairvaux. Il a sûrement existé un axe liant la Bourgogne et le nouveau royaume du Portugal à partir des années 1140. La liste bizarre des lettrines des monastères, enfin des traités copiés dans les monastères d'Alcobaça et de Cîteaux ne prouve nullement des origines communes, mais des intérêts partagés pour les zones grises. Vous voyez, vous prenez L, c'est Alcobaça, Lisbonne. Et c'était, selon le sigle dont Leclerc, et ces deux manuscrits-là ont des développements tout à fait intéressants et un certain nombre de variantes communes. Bon, pardonnez-moi, mais bon, voilà. Il me manque une page, c'est pas grave. La conclusion est claire pour moi. On ne peut plus s'en tenir à l'édition critique et aux listes de Don Leclerc pour être sûr d'avoir la réflexion de Bernard entre les mains. Mais ce qui est extraordinairement instructif, c'est la dissémination rapide de ces manuscrits dès le XIIe siècle et les regroupements de manuscrits par le biais de personnalités très importantes. Je pense que Geoffroy d'Auxerre aura joué un rôle, et notamment vers l'Angleterre, les Flandres. Je pense que Otto de Freising, c'est le principal animateur de la filière
germano-autrichienne. Otto de Freising, il ne faut pas l'oublier, est un moine de Morimont, mais il est aussi le fils du margrave d'Autriche qui crée l'abbaye cistercienne de Heiligenkreuz pour son fils pratiquement, sauf que son fils n'a pas voulu s'y installer. Et d'autre part, Otto est l'oncle de Frédéric Ier Barberousse. Donc c'est un personnage très important. Il est installé dans le siège de Freising. Le nouveau, enfin c'est un diocèse très ancien, mais qui va régner en quelque sorte, qui va s'installer et régner en quelque sorte sur la nouvelle métropole de Munich, créée au milieu vers le milieu du XIIe siècle. Otto de Freising a donc joué un rôle parfaitement compréhensible dans la dissémination de manuscrits non seulement bernardins, mais aussi de Gilbert de la Porée. Allez savoir pourquoi. Bon, en fait, nous savons tous pourquoi, ou on devrait le savoir. C'est que Otto a fait ses études à Paris. Il est allé entendre Abélard, il n'a pas trop apprécié, mais il a certainement entendu et vécu de très près dans l'entourage de Gilbert de Poitiers, Gilbert de la Porée. Donc, Otto joue un rôle majeur dans cette grande diffusion des manuscrits cisterciens et notamment du De Humilitate, donc l'un des tout premiers traités de Bernard. Voilà, pardonnez-moi, mais je pense que je peux m'arrêter là-dessus. Des hypothèses, rien de plus, mais comme disait l'autre, hic finit labor, je ne sais plus la citation exacte,